Et bien, nous allons continuer à explorer ces répertoires d'action et ces stratégies de collecte d'argent à partir de l'exposé de Nicolas, qui est spécifiquement sur l'analyse de ces pratiques et qu'il essaye de décortiquer à partir de l'AIT proprement dit. Merci beaucoup aux organisateurs donc, pour ce colloque intéressant. Donc, je ne suis spécialiste des ouvriers ni de l'international ni des années 1860. Donc, je n'ai pas beaucoup d'intervenir, mais sauf que je suis là, donc je vais profiter des minutes qui sont données. Donc ce papier, effectivement, porte sur la question des usages militants de l'argent au sein de l'AIT, et une question très concrète qui se posait à ces militants, qui était de savoir comment traduire les appels sentimentaux à la solidarité entre ouvriers en des liens matériels, concrets, effectifs de solidarité, y compris monétaire et financière, entre des sections locales par-delà les frontières qui très souvent s'ignoraient, pouvaient être en contact ou dialoguer par l'existence d'intermédiaires d'une presse et de plus en plus par celle du Conseil général de l'AIT. Mais en tout cas, une question qui était centrale pour l'AIT, qui était celle à la fois de l'argent dont pouvait disposer le Conseil général de Londres, mais aussi de l'argent qui était mobilisé au cours des épisodes de grève ou de lockout qui étaient mentionnés dans l'intervention précédente. Donc, le regard que je porte sur ces questions est celui de la sociologie économique, notamment de la sociologie des usages de l'argent, puisque finalement, c'est quelque chose qui est assez bien établi maintenant. L'argent n'est pas du tout seulement un enjeu matériel, mais est porteur de conceptions morales, idéologiques, et créateur aussi de liens et d'interdépendance sociale, avec notamment tout ce qu'a pu montrer la sociologue Viviana Zelizer sur la question du marquage de l'argent. Donc c'est un peu avec cette optique-là, pour expliquer le point d'entrée, que je suis entré dans ces questions. En termes de sources, évidemment, il n'y a rien d'inédit, rien d'original dans ce papier. C'est au contraire tout ce qui existe depuis les années 1960 qui avait été imprimé. Notamment, je suis reparti finalement donc, des archives et des procès-verbaux du Conseil général. J'aurais souhaité m'appuyer plus sur des exemples locaux à partir de sections d'études de cas ou de presse locale. C'est encore imparfait, mais ça mérite d'être complété. De toute façon, la plupart des papiers qui sont présentés dans ce colloque, je pense, fournissent de nombreux exemples du type de pratique que je voudrais essayer de comprendre et de déchiffrer. Les questions qui sont posées aux militants de l'AIT, qu'ils soient à un niveau central ou local, sont en fait des questions très concrètes. C'est-à-dire, effectivement, à quel montant fixer la cotisation que chacun doit à sa section locale ou au Conseil général international. Comment faire en sorte que les militants payent leurs cotisations. C'est une question quand même assez classique pour toute association, qui n'est pas une petite question. Lorsqu'on se fait des prêts entre sections, on appelle ça un prêt, mais comment être sûr qu'on va avoir son prêt remboursé un jour? Donc il y a quand même une question de savoir, est-ce que la réciprocité est uniquement une réciprocité de façade, de discours et de sentiments, ou est-ce que véritablement se développent sous l'égide du Conseil général des pratiques d'échange, de circulation et de réciprocité qui tissent de nouveaux liens entre les sections locales de l'AIT, par-delà les frontières, donc dans une forme de construction d'une solidarité transnationale. Et il me semble que une des façons de regarder et d'étudier l'AIT comme une organisation, c'est de se demander comment elle se confronte à des questions qui sont en fait typiques de n'importe quelle organisation et je dirais peut-être de n'importe quel État. En fait, la question de savoir comment on centralise des ressources et comment on les redistribue. Et il me semble qu'avec l'Observatoire du Conseil général de l'AIT, qui finalement ne résume pas toute l'essence de l'AIT, on voit une tension assez forte, qui n'est pas seulement une tension idéologique, mais vraiment pratique sur l'organisation de ce que pourrait être une forme d'organisation d'un État des travailleurs, tel que certains l'imaginent. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça, mais c'est une des ambitions qui est portée par un certain nombre d'acteurs. Donc, je développerai 2 points dans cette présentation. Tout d'abord, une approche par le haut, c'est-à-dire quel est un peu qu'est-ce qu'on peut voir à travers les procès-verbaux du Conseil général et les différents congrès sur la question des finances de l'AIT, notamment des finances de ce Conseil général. Quand on parle de trésor, on imagine souvent effectivement qu'à Londres existerait une espèce de caisse qui pourrait alimenter les grèves, les soulèvements, les ouvriers qui sont face à des situations de lockout, etc. Donc ça fait partie des mythes dont on a parlé de l'existence ce matin. Et dans un deuxième temps, je parlerai plutôt des formes de circulation horizontale entre les sections qui se font sous le regard du Conseil général et qui, notamment dans les cas de grève et de lockout, conduisent à des pratiques de secours, d'échange, de prêts entre les sections. Donc le premier point, c'est un retour sur la question de l'argent de l'AIT qui, évidemment, apparaît au fil des archives comme un colosse au pied d'argile.
On l'a évoqué ce matin, l'AIT a suscité de nombreux mythes, je ne vais pas y revenir, donc effectivement les autorités, mais pas seulement les autorités, ça j'y reviendrai après, mais aussi d'une certaine façon les militants locaux sont persuadés que l'AIT a de l'argent pour financer tout un ensemble de mouvements et pour venir en aide à n'importe quelle grève qui éclate en Suisse, en Belgique, en France ou ailleurs. En réalité, quand on regarde les procès-verbaux du Conseil, on est très interloqué et amusé par le fait que la plupart de ses membres ne se font aucune illusion sur la pauvreté des moyens dont dispose leur organisation. Donc à plusieurs reprises, Marx notamment prend la parole, cite des extraits de presse pour dire « Regardez, on croit qu'on est riche, c'est ridicule. Vraiment, si on était riche, on serait tellement content, mais en réalité, nous ne sommes pas riches. » Et se pose la question de savoir l'attitude à adopter face à ces croyances. Parce que, d'une certaine façon, il y a un mythe qui dérange les membres du Conseil général, c'est celui selon lequel l'AIT fomenterait des grèves dans l'ensemble de l'Europe. Il ne va pas apparaître comme une société secrète, comme ça a été dit ce matin. Mais sur la question de l'argent, c'est un vrai souci parce que, notamment, à plusieurs reprises, se pose la question de lancer des souscriptions. C'est une pratique très commune à la fois au niveau local et au niveau européen et international au sein de l'AIT. Et dans les réflexions qui sont faites entre les membres du Conseil général, on voit parfois une certaine prudence parce que l'appel à souscription, c'est quelque chose qui à la fois peut effectivement développer la solidarité, mais en même temps, c'est affiché aux yeux du public et des autorités qu'on n'a pas d'argent et qu'on a besoin d'argent. Donc l'appel à la générosité, c'est aussi quelque chose qui peut dévoiler les faiblesses d'une organisation. Donc par exemple, en 1870, on n'a pas d'argent pour imprimer à de très nombreux exemplaires l'adresse qui a été rédigée par Marx sur la guerre franco-prussienne. Donc on débat, certains disent qu'on devrait lancer une grande souscription européenne, comme ça on aurait un peu d'argent pour diffuser l'adresse sous forme d'imprimé ou de tract. Et donc là un débat s'engage, et notamment Hermann Jung par exemple explique « Si nous laissons voir notre pauvreté, la presse ne nous respectera pas comme elle le fait. C'est parce qu'on pense que nous avons beaucoup d'argent qu'on nous croit puissants. » Et on voit toujours ce jeu sur le fait que les membres de l'AIT veulent, de cette façon, faire un usage un peu stratégique des croyances qui sont produites et dont ils voient bien que finalement ça rehausse le prestige de leur organisation. Sur la question du nombre de membres de l'AIT, c'est évoqué explicitement par Marx, il pense qu'il ne faut pas communiquer, il vaut mieux que la presse, les autorités croient que l'AIT compte des effectifs pléthoriques qui se compteraient par dizaines ou centaines de milliers, plutôt que d'afficher très concrètement le fait que au sein du Conseil général, on a beaucoup de mal à dénombrer le nombre exact d'adhérents qui seraient aussi des adhérents cotisants. Alors le Conseil général de l'AIT est une instance qui est structurellement endettée. C'est ça qui ressort à la lecture des procès-verbaux du Conseil général. De plus en plus, à partir de 68, 69, 70, on ne cesse de débattre des dettes que le Conseil général doit, alors pour l'organisation des congrès, pour le paiement de son loyer, les factures diverses et variées, eux aussi le salaire de son secrétaire général. Parce qu'il y a des coûts fixes d'une organisation qui sont assez élevés. De manière intéressante, il n'est pas du tout question de ne pas honorer ses dettes. Pour les membres du Conseil général, c'est extrêmement important d'honorer ses dettes, et c'est un vrai problème. Ce qu'il constate, et c'est un constat qui se renforce au fur et à mesure et qui devient vraiment, disons, saillant en 1870, c'est que les finances du Conseil général de l'AIT sont tenues n'importe comment. Je parle un peu rapidement, mais c'est quand même ça qui ressort des discussions. Et à tel point qu'en 1870, on commence à débattre au sein du Conseil général, puis dans les congrès, de la nécessité de créer un comité des finances qui, entre guillemets, professionnaliserait la gestion de cette organisation qui a une ambition inter- ou transnationale, comme vous le souhaiterez. Donc un premier comité des finances est mené. Très rapidement, son travail est critiqué et s'engage un débat à plusieurs reprises, au cours de plusieurs sessions, sur la manière dont devraient être tenus les comptes. Donc pour certains, notamment les membres anglais, ils estiment qu'avoir des comptes qui sont aussi lacunaires, auxquels on n'arrive pas vraiment à distinguer les dettes qui sont encore à payer, les cotisations qui ne sont pas entrées, n'est pas digne d'une société commerciale ordinaire. Donc on se place vraiment dans un horizon qui est celui de l'AIT comme une organisation comme une autre qui devrait avoir une comptabilité, un trésorier qui véritablement effectue convenablement son travail et produit une forme de transparence vis-à-vis de l'ensemble des membres de l'organisation. Se pose ensuite la question de la réduction des coûts fixes de l'organisation. C'est-à-dire que le comité des finances arrive avec un programme d'économie, un programme d'austérité pour l'AIT. On a un problème, notre secrétaire général nous coûte beaucoup trop cher. Le fameux Ecarius reçoit donc 15 shillings pour son salaire et s'engage un débat sur le juste salaire du secrétaire général de l'AIT. Certains, notamment des Anglais, disent mais écoutez,
écoutez, dans le mouvement ouvrier, il y a une tradition, c'est le bénévolat. On n'est pas obligé de rémunérer quelqu'un à ce prix-là. On donne de notre personne, de notre temps, on pourrait réduire son salaire, ce serait quand même pas scandaleux. En plus, ça permet d'aider la cause. Mais d'autres, au contraire, expliquent qu'une organisation telle que l'AIT doit se fonder sur des compétences professionnelles, une réputation internationale, une honorabilité qui a un prix, qui a un coût, qui se paye. Il faut mettre l'argent pour avoir des personnes compétentes pour gérer les finances. Et le débat continue avec... Alors là, il y a une session qui est extrêmement intéressante où finalement un conflit se noue et certains accusent le comité des finances de vouloir mener une politique d'économie de bout de chandelle à l'école, à la manière de l'école de Manchester. Donc on voit comment la question du débat sur les économies de l'organisation rejaillit à l'intérieur du Conseil général. L'autre question en fait extrêmement délicate, c'est de savoir si l'AIT doit se conformer à l'un de ses principes de base, qui est que ce sont les ouvriers qui sont les mieux à même de gérer leurs affaires. La question de savoir quel doit être le profil sociologique professionnel du trésorier et du secrétaire de l'association est posé à diverses reprises. Et lorsque plusieurs membres, dont Marx et Lessner, proposent en séance qu'Engels soit nommé trésorier, celui-ci se récuse, arguant que seuls des ouvriers doivent être nommés pour avoir quoi que ce soit à faire avec les finances. Alors Marx essaie quand même de le convaincre en disant « mais non, un ex-commerçant, ce qu'il y a de mieux pour le poste, on a besoin de vous quand même ». Mais finalement, il y a une tension toujours très forte entre un principe... pour le dire vite, ouvriériste, et l'idée qu'il faudrait peut-être s'appuyer sur des compétences professionnelles avec une forme de compromis qui est trouvée bien tardivement à la conférence de Londres en 1871. Donc le vrai problème pour les finances de l'AIT, c'est celui des cotisations et de la manière de les faire rentrer. Donc, plusieurs questions se posent, puisque l'AIT initie un véritable changement d'échelle. L'idée qu'un militant au niveau local va cotiser, donc à la fois évidemment à sa section, il cotise localement, mais le principe même de l'AIT, c'est qu'une partie doit être transmise, transférée, reversée au Conseil général. Le montant évolue au début on le fixe trop haut, en fait on fixe à 30 centimes, 3 pence par an. Finalement on le réduit à 10 centimes, 1 pence par an. Mais en fait la question de savoir comment ces cotisations sont ensuite transmises au Conseil général ne cesse de poser problème. L'autre question qui se pose également, c'est celle du montant lorsque de grandes organisations, de grandes sociétés, notamment anglaises, adhèrent. Et donc ça, c'est aussi, je trouve, un élément intéressant de réflexion, puisque d'un point de vue un peu pragmatique et stratégique, Marx et d'autres considèrent qu'il ne faut pas être trop intransigeant sur la fixation du montant des cotisations. Alors, quand une grande association, une grande société propose de rejoindre l'AIT, bon, si elle propose un montant d'adhésion, parce que finalement le montant de la cotisation est proposé souvent par les sociétés elles-mêmes, qui disent on peut mettre tant pour adhérer, on arrive avec, donc je cite un exemple par exemple qu'on a cité ce matin, Fabrice cité, le Deutscher Arbeiterbildungsverein propose d'adhérer, présente donc ses bataillons, 1800 adhérents, et dit bah nous ce qu'on peut vous proposer c'est 2 livres par an. Mais en fait quand on calcule 2 livres par an ça revient à un quart de pence, donc c'est 25% de la somme en principe demandée à n'importe quelle section ou organisation qui adhèrent par tête, disons, de membres individuels. Et là, des débats ont lieu, à la fois au sein du Conseil général, mais aussi à l'occasion des congrès, pour savoir si oui ou non on peut accepter que des cotisations, que des adhérents entrent avec des cotisations moindres que les autres. Donc Marx, à plusieurs reprises, dit, notamment répond aux Français, qui considèrent qu'il faut être sur une base égalitaire stricte, c'est-à-dire chacun doit cotiser le même montant, dit mais non, écoutez, il faut quand même prendre en compte les différentes situations, et lorsqu'une organisation arrive avec 2000 membres, bon, prenons l'argent, c'est pas grave si rapporté au nombre d'adhérents et à chaque adhérent individuel, cela nous rapporte moins que prévu. Et ces débats-là, de manière intéressante, ils rejaillissent dans toutes les sections en fait, et notamment dans les situations de grève, le fait de savoir quel doit être le montant de la cotisation versé par un gréviste à la caisse de grève tous les jours. On la retrouve, bon, j'ai pris un exemple qui est celui qui a été cité tout à l'heure, qui est un exemple extrêmement connu, donc on a des travaux, on a de la presse, etc. Sur la grève des bronziers en 1867, il y a des débats passionnants au sein du comité de grève pour savoir si les cotisations doivent être du même montant pour tout le monde, si elles doivent être proportionnelles au salaire, s'il faut les monter parce qu'il faut soutenir l'effort plus largement. Et si parfois, une autre question qui est extrêmement intéressante, c'est que quand on reçoit de l'aide internationale, je vais venir dans la seconde moitié, ben certains militants disent, bon, bah, là on a reçu un peu d'aide internationale, peut-être qu'on pourrait diminuer nos cotisations. Et là, certains disent, mais non, attendez, cette aide-là, c'est du prêt, le prêt devra être remboursé, donc il faut que les grévistes continuent à cotiser fortement pour préparer la question du remboursement.
Enfin, dernier point sur ces questions finalement d'argent et de cotisation vues un peu d'une approche par le haut et du Conseil général, se pose la question des moyens et des techniques utilisées par l'association pour faire rentrer l'argent. Alors si j'utilise la notion faire rentrer l'argent, c'est que en 1871, à la conférence de Londres, on crée un sous-comité qui est spécifiquement chargé de réfléchir aux moyens de faire rentrer l'argent. Donc, progressivement, il y a une réflexion sur la bureaucratisation des procédés de levée et de collecte de l'argent au sein de l'association, avec un souhait de lier beaucoup plus étroitement la question de l'adhésion à celle de la cotisation. Donc ça, c'est au cœur de la question qui était soulevée par Michel Cordier ce matin. Beaucoup le disent, et Carius le dit notamment à plusieurs reprises. Clairement, sur les livres de compte, on a beaucoup plus d'adhérents que de cotisants. Et donc, on veut réduire cet écart parce que l'organisation ne peut pas faire face à cet afflux considérable de gens qui, effectivement, ont des liens plus ou moins distendus avec l'association. Il faut que ça cotise pour que, véritablement, l'organisation puisse suivre dans son organisation internationale. Et donc le ton se durcit sur fond aussi de controverses et de querelles avec les bakouninistes ou autres. Et on voit très bien comment d'ailleurs les questions financières et les questions idéologiques se nouent, notamment au congrès de La Haye en 1872, où il y a une scène quand même tout à fait étonnante. Il y a le moment classique de validation des mandats des représentants qui viennent de différents pays, mais on va exiger que les cotisations en retard de paiement soient versées avant que les mandats puissent être validés et que le congrès puisse commencer. Donc les Espagnols là sont sous pression notamment parce qu'on leur reproche à la fois donc de ne pas avoir cotisé, donc il va falloir qu'ils versent l'argent sur place en fait, mais surtout aussi finalement d'être suspect de dérives idéologiques, d'accointance bakouniniste ou autre. J'en viens à mon deuxième grand point. À côté de ces formes de circulation de l'argent, qu'on pourrait dire verticale entre les sections et le Congrès, section, fédération, Congrès, avec tous les étages évidemment de cette organisation, existe en fait de manière à mon avis beaucoup plus importante et intense des transferts horizontaux entre les sections qui peuvent s'effectuer sous le regard du Conseil général mais qui peuvent aussi lui échapper. Et en tout cas, ce n'est jamais le Conseil général qui initie en disant telle section va donner de l'argent à telle autre. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, concrètement, on a évoqué le contexte, multiplication des grèves, des lock-outs et multiplication des appels adressés au Conseil général pour que, en fait, c'est des appels qui sont des appels à l'aide. Nous sommes en grève, nous avons besoin d'argent, que pouvez-vous nous envoyer? Donc là, c'est là qu'il y a un grand malentendu et quand on prend les procès-verbaux à la suite, on voit très bien qu'il y a des contextes, des circonstances dans lesquelles il y a un afflux de demandes et la réponse systématique des membres du Conseil général et des délégués nationaux est de dire « faites savoir que nous n'avons pas d'argent. L'AIT n'a pas de budget propre pour financer les grèves. » Ça, ils en sont tout à fait, ils le savent, mais de cette façon, du point de vue des militants, c'est pas complètement intégré. Donc ce que peut faire le Conseil général, et ce qu'il fait souvent, c'est de publier des adresses, d'une part, ou d'aller voir les sociétés anglaises dont on suppose qu'elles ont beaucoup d'argent. Parce que finalement, quand les ouvriers français, les sociétés du continent s'adressent au Conseil général de Londres, c'est souvent une façon de s'adresser aux sociétés anglaises mieux organisées, mieux structurées, dont on imagine qu'elles peuvent apporter un secours. Donc la multiplication des adresses, je ne reprends pas tous les cas, donc ça concerne la grève des bronziers, la grève des ouvriers de Serein dont on a parlé ce matin, la grève des ouvriers en bâtiment de Genève. Elle, finalement, appelle, donc elle dénonce des situations, elle apporte son soutien à des mouvements de grève, et elle appelle à la solidarité, à la fraternité et à des pratiques de dons ou de prêts entre les sections de tous les pays, par-delà les frontières. En même temps, Marx a conscience que multiplier les adresses pourrait conduire à une déception de la part des militants. C'est-à-dire que si le Conseil général se contente de publier des appels effectivement à la générosité ou aux dons, il y a le risque de déception. Il dit par exemple, à l'occasion de la grève du Creusot de 70, le Conseil général dit, bon bah, comme d'habitude, hein, Karl, est-ce que tu pourrais nous rédiger une adresse pour la semaine prochaine, comme ça on pourra lancer un mouvement. Il dit, de l'argent est envoyé de toutes parts, et ça ferait mauvais effet si Londres envoyait seulement des paroles. Qu'il a conscience, d'une certaine façon, que le Conseil général ne peut se contenter de jouer ce rôle de relais, de diffusion, de caisse de résonance des demandes de secours qui émanent des divers pays européens. Cela dit, dans certains cas précis, on voit le Conseil général essayer d'adopter un rôle, disons, plus actif de redirection, d'orientation des flux d'argent qui transitent sous ses yeux. Un des bons exemples, donc très connu, c'est la grève des bronziers parisiens de 1867. Première étape, on lance un appel au Conseil général et on envoie une délégation. Donc ça va se répéter sur plusieurs cas. Il y aura des délégués belges, suisses qui viendront dans d'autres conflits. On envoie une délégation qui, par l'entremise du Conseil général, va pouvoir avoir accès aux sociétés professionnelles londoniennes. Et donc souvent, d'ailleurs, on se sert de ce relais. C'est-à-dire que c'est pas évident, c'est pas le Conseil général qui donne de l'argent, mais c'est le Conseil général qui donne accès
à un ensemble de sociétés qui peuvent apporter leur aide. Donc finalement, les sociétés londoniennes apportent leur aide. Ça joue un rôle important dans la mobilisation des bronziers. Alors je passe rapidement en fait. La vraie question serait de savoir, dans les différents conflits, et on en aura une réponse avec la question des cigariers, que représente proportionnellement cette aide internationale par rapport à l'argent qui est collecté localement. Alors j'ai pris quelques exemples, il faudrait le faire de manière beaucoup plus systématique, parce qu'en fait c'est des données qu'on a un peu partout, à la fois dans les procès-verbaux et dans la presse. Mais bon, une petite grève, disons, la grève de Sotteville-les-Rouen en 1869, ce qu'on trouve, c'est qu'un cinquième des ressources locales qui ont alimenté le mouvement de grève viennent de Londres. Donc ce qui est pas négligeable, malgré tout, dans l'organisation de ce mouvement. Donc ce qu'essaye de faire le Conseil général, malgré tout, c'est de suivre un peu, parce qu'il est informé de tous les mouvements qui se développent, de suivre un peu les parcours de l'argent. Une des questions qui est posée quand les bronziers ont reçu de l'argent des sociétés londoniennes, c'est la question du remboursement. En fait, l'argent ne va être remboursé que 2 ans plus tard. Il n'y a pas d'engagement formel, il n'y a pas d'engagement écrit, mais il faut quand même que l'argent soit remboursé, parce que si l'argent n'est pas remboursé, les sociétés anglaises ne voudront plus venir en aide à des sociétés continentales. Et d'ailleurs, Satan lui répond, on leur redemande de l'argent, ils disent, écoutez, on a prêté de l'argent, on n'a pas été remboursé, on va pas quand même émettre un prêt tout de suite. Donc quand l'argent revient, de manière intéressante, et là ça explique que les circuits de l'argent soient extrêmement compliqués, c'est le Conseil général de l'AIT qui réceptionne l'argent, qui doit le rendre aux sociétés londoniennes. Et alors l'instruction qui est donnée aux 3 membres du Conseil général qui doivent rendre l'argent aux sociétés londoniennes, c'est-à-dire, vous allez leur rendre l'argent, mais profitez-en pour récupérer les cotisations qu'ils nous doivent en retard. Donc l'idée, c'est qu'il y a une chaîne d'interdépendance qui se crée par l'argent, et qu'on pourrait imaginer, je propose, de travailler un peu sur ces réseaux de dettes qui structurent finalement les relations entre les sociétés locales, le Conseil général, au sein de l'AIT. Je terminerai, donc, puisque le temps vient à manquer, par finalement les formes que prennent ces aides, secours, dons, cotisations. Il y a toute une terminologie assez différente qui est utilisée. Ce qui m'a frappé, alors qui est sans doute, c'est parce que je ne suis pas 19e-iste, hein, donc, enfin je le suis, mais que partiellement, mais c'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est que dans tous les documents, on voit très clairement que les acteurs différencient 2 formes d'aide, qui sont le prêt et le don. Donc, lorsque les sections viennent en aide des ouvriers belges, des ouvriers suisses ou autres, enfin quels que soient les pays, on distingue toujours ce qui est donné de ce qui est prêté. Et souvent, les montants donnés sont très inférieurs aux montants qui sont prêtés. Donc, ce qui est effectif au sein de l'AIT entre les sections, c'est du prêt gratuit. Donc, on se prête gratuitement, sans taux d'intérêt, de l'argent avec espoir que ça soit remboursé, évidemment, et qu'une forme de solidarité, de dette, de sentiment de dette se crée entre les mouvements, les sections qui se sont portés secours. Donc je propose d'y voir l'amorce d'une sorte d'éthique de la réciprocité qui est proposée à travers ce modèle du prêt entre les sections. Je passe un peu rapidement. Le don, évidemment, n'est pas exclu, mais le don, pour un certain nombre de groupements ouvriers, est associé de manière trop directe à la charité. Et ça, c'est la transition pour les cigariers. Les cigariers, dans ce que j'ai vu pour l'adresse au Conseil général, disent « Nous ne voulons pas de dons, nous voulons des prêts ». Donc ne nous donnez pas de dons. Le don, c'est une situation d'infériorité. Celui qui reçoit le don est en situation d'infériorité. Et on voit très bien, dans certains cas d'ailleurs, que le Conseil général est prêt à faire des dons, par exemple pour les mineurs belges de Marchienne, mais que le don est porteur d'un jugement un peu de condamnation de leur attitude. Donc il y a une adresse qui est quand même assez intéressante qui est publiée en 1867, donc on est d'accord pour collecter de l'argent et faire don de cet argent aux mineurs belges de Marchienne, mais on a sorti ça d'un texte qui dit que cela permettra, d'une certaine façon, d'indiquer à nos frères du continent une meilleure idée de la manière de livrer les batailles du travail et de quelle organisation et de quelle éducation nos armées ont besoin. Donc cette idée aussi que le don est une forme d'instruction, de moralisation. On vient en aide à un inférieur en espérant qu'il va finalement adopter des moyens de lutte plus adaptés à la cause, puisque, et je terminerai par là, en fait, le point central pour le Conseil général, c'est que l'appel à l'aide internationale ne doit pas se faire sans qu'il y ait au préalable une organisation sérieuse au niveau local des caisses de résistance. Et on voit très bien qu'à plusieurs reprises, finalement, notamment lorsque la section de Genève ne cesse de demander de l'argent et se plaint de ne pas avoir de réponse, on dit mais arrêtez de vous lancer dans des mouvements dispersés, mal préparés, qui ne disposent pas d'une caisse de grève suffisante. L'argent de l'aide internationale ne peut venir qu'en complément d'une bonne organisation locale des sections, des comités de grève, etc., etc. Et comme j'ai déjà été bien trop long, je m'arrêterai ici et vous remercie de votre attention.